Ouais, sauf Claude. Wadja, bonjour Alexis. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, on va recevoir Éric Labbé, gestionnaire du projet L'Expédition des Premières Nations. Oui, j'ai bien hâte. Ça a débuté il y a quelques jours. Là, il leur reste une semaine. En première partie de l'émission, on va recevoir Gilbert Dominique, qui va nous parler, qui est porte-parole du regroupement Pétapan pour le projet d'une négociation d'un traité. Et qui est le chef de la Première Nation des Pequot. Nuat. Notch. En tout cas, les membres qui habitent de la communauté Innu qui habitent à Mastoyache. Kouai, chef Dominique. Quoi? Ouais, je m'excuse pour la prononciation. Comment on le prononce comme il Bon, faut? c'est pas compliqué, hein? C'est Pequawagami, le nom du lac, le Pequawagami. Puis on rajoute, là, bien sûr, là, dans notre langue, comment on s'appelle? C'est les Inuits, hein? Des Les- Inuits. OK? Donc, les- au ok, pluriel, on dit Inuits. Donc, Pequawagami, Inuits, tout simplement. Parfait. Check ce matin pour le petit coup. Mais passons au vif du sujet. On a vu dans les médias que il était supposé d'avoir une entente de principe entre le regroupement Pétapen. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas qui est le regroupement Pétapen, est-ce que vous pouvez nous faire une petite Oui, présentation de ce regroupement-là de communauté Innu? oui, absolument. C'est le regroupement de 3 communautés là, qui, depuis 40 ans, on est en négociation et qui a persisté. OK? Auparavant, la négociation territoriale globale regroupait l'ensemble des communautés Atikamekw et Montagnais, Innu, Mhm. bien Oui. entendu. À l'époque, là, il y avait une organisation là, qui s'appelait le CAM, le Conseil Atikamekw Montagnais, là, qui avait ce mandat de négocier. Et au fil du temps, là, la confiance de plusieurs communautés s'est effritée et plusieurs là, ont pris d'autres chemins, ont pris d'autres stratégies. Donc, nous, on est 3 communautés qui ont continué là, dans cette négociation. C'est la communauté de Mashtoviat, située au Pequawagami, effectivement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mhm. communauté d'Espite sur la Côte-Nord et la communauté de Noutachouane. À l'époque, OK. on avait une entente de principe en 2004, entente de principe dont faisait partie également la communauté de Betsyamit, mais Betsyamit s'est retiré là, en 2005 de mémoire. Merci pour la précision. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voyais dans les nouvelles qu'il était supposé d'avoir une entente entre le regroupement Pétapen au plus tard le 31 mars de l'année 2023. Puis on est quasiment un an plus tard. J'ai pas vu d'entente signée finalement. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, l'année dernière, on avait fait beaucoup d'interventions là, auprès du fédéral et auprès du Québec, c'est bien politique, là, pour les engager là, dans une démarche avec une date. OK, ça fait 40 ans qu'on négociait. On était rendu là quand même là tout près là d'un résultat. Il restait encore quelques enjeux névralgiques là à aborder. Et ce qu'on voulait là s'assurer, c'est d'avoir une date, un échéancier à laquelle les gouvernements allaient s'engager. On avait réussi là d'avoir cette date-là et un engagement du premier ministre du Québec, M. Legault, dans le contexte là, de la dernière campagne électorale. Donc, il avait affirmé que pour lui, là, c'était une priorité. Il s'engageait, bien sûr, là, à mettre Mhm. tous les efforts de sa machine là, pour faire atterrir un projet de traité là, au 31 mars dernier. Chef On a Dominique, convaincu également, oui, Chef Dominique, si je me rappelle bien, M. Legault avait même parlé de faire des paix des braves pour toutes les Premières oui, Nations dans les élections de 2018. absolument. Il avait mis là, la barre haute, puis le fédéral, on a également là, imposé ce échéancier-là avec le fédéral. Puis en passant, là, le traité Pétapen, là, dont il est question, là, c'est la combinaison de 2 méga-ententes au Québec. C'est celle de la Convention de la baie James et la paix des Braves. Donc, c'est de ça que nous négocions présentement là, avec le Québec et le fédéral. Au 31 mars dernier, le fédéral là, a livré la marchandise. On a depuis 40 ans là, une entente entre négociateurs. Là, on a un projet de texte de traité entre négociateurs là, avec le fédéral et le regroupement de Pétapen. Okay. Cependant, on a constaté là, au cours de l'année dernière une réticence de la part du gouvernement du Québec, un peu de résistance ici et là, et on a constaté effectivement là, que le Québec
n'a pas respecté son engagement et se fait toujours attendre pour terminer le processus de négociation. On a même là, des indications là, formelles qu'il tente là, de revenir sur des éléments cruciaux qui ont été déjà convenus entre négociateurs. Et donc, par différentes stratégies, on tente de venir là, porter atteinte là, à ce que nos négociateurs avaient déjà convenu. Donc, c'est pas facile avec le Québec présentement. Donc, on attend là, bien sûr, un meilleur engagement du gouvernement du Québec là, pour s'assurer qu'on puisse terminer là, cet exercice de négociation là, dans les plus brefs délais. Ben, chef Dominique, ici Sophie-Claude Miller, dans le fond, le Québec, ils vous ont donné, est-ce qu'ils ont donné une raison pourquoi ils ne se sont pas présentés, puis qu'est-ce qu'ils ont dit ou juste? Ah, je vous dirais là, que il y a plusieurs facteurs, semble-t-il, notamment là, que la machine de l'État ne semble pas suivre la cadence, ne semblait pas être conscient des enjeux. Ils ont été surpris là, de certains engagements de leurs négociateurs. Pourtant, leurs négociateurs faisaient là, sa tournée de chaque ministère pour s'assurer là, que il y ait les go pour déposer des offres là, et accepter des offres là, intéressantes. Donc, c'est un paquet de facteurs, je dirais, là, que pour nous, on trouve ça à ce moment-ci là, tout à fait là, inapproprié. Donc, on essaie de convaincre le Québec là, de revenir là, sur leur position de départ, les positions qui ont été convenues et qu'on finalise, bien sûr, cet exercice de négociation au cours des prochaines semaines. Donc, une rencontre avec le premier ministre Legault serait Ah, vraiment ce que vous ah, visez? c'est assurément là un point névralgique pour nous d'avoir une rencontre avec le premier ministre Legault. Mais je vous dirais, là, on a fait une tentative, à plusieurs tentatives là, depuis la dernière année, et on n'est pas en mesure là, de faire cette rencontre-là, qui, à notre sens, là, nous permettrait d'ouvrir là, certaines portes pour faire avancer là, convenablement la démarche de négociation. Donc, on en est là présentement. On sollicite encore là, une rencontre avec M. Legault pour Sent- tenter de Sentez-vous, dénouer tout ça. sentez-vous une volonté réelle du premier ministre Legault de vous rencontrer, mais que ce sont juste des obstacles ou vous sentez une certaine Ben, réticence de sa part? présentement, on sent pas d'ouverture à ce moment-ci. Hmm. On nous mentionne là différents facteurs, différentes raisons. Mais nous, on estime là, qu'une rencontre au plus haut sommet devrait permettre là, de dénouer là, les différentes impasses à laquelle on est confronté présentement. Mhm. Parce que J'ai suivi l'actualité par rapport à ce traité-là, puis avec la contestation du gouvernement du Québec relativement à la loi C-92, donc la loi sur les services aux enfants et familles Premières Nations, Inuit et Métis, il y a cette contestation-là par rapport au, notamment, un des arguments, c'est que les droits ancestraux, puis qui comprendrait, entre autres, le droit à l'autonomie gouvernementale, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, selon cette loi-là, puis qu'est-ce que la Cour d'appel en dit. On attend de voir qu'est-ce que le jugement va dire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un des éléments que vous avez pris en compte, puis que vous pensez que le gouvernement du Québec veut voir qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là? C'est notre lecture. C'est clair que on pense effectivement, mais on nous affirme le contraire, que ça n'a pas de lien, là, mais nous, on doute un petit peu là, de cette affirmation-là. On est convaincus qu'ils attendent là, le jugement qui pourrait là, donner des indications pour la suite en matière effectivement de reconnaissance de notre droit inhérent de l'autonomie gouvernementale. Ça, c'est pas un problème là, par rapport au Québec. Le plus gros problème à ce moment-ci à laquelle on fait face, là, puis on essaie de trouver des solutions, c'est que le Québec là, ne veut pas reconnaître le droit inhérent à notre propre autodétermination. Donc, nous, on dit, regardez, là, on est un peuple là, qui s'est gouverné depuis des millénaires. Donc, inévitablement, c'est pas un droit là, que le Québec ou un quelconque gouvernement que le nôtre va nous donner ce droit-là. Là. Donc on est dans ce genre de débat. Et ça, je pense qu'effectivement, là, il y a un lien à faire avec la contestation et l'attente du jugement. Chef Dominique, est-ce que vous trouvez ça pas paradoxal qu'un gouvernement qui se dit nationaliste, qui veut défendre les intérêts
d'une nation, d'une petite nation dans un bain anglophone en Amérique du Nord viennent dire à d'autres nations avec qui ils traitent qu'il n'y aurait pas le droit à cette autodétermination-là? Bon, absolument. Moi, je trouve que c'est paradoxal. Absolument. Je pense que le Québec, le gouvernement actuel aurait avantage, effectivement, là, à démontrer une ouverture de s'entente là, et de reconnaître là, nos droits, y compris celui à l'autodétermination, pour nous accompagner. Puis, si jamais, effectivement, là, ça chemine, puis qu'on voit que les résultats sont intéressants, ça va juste démontrer là, que le Québec, puis les partis plus nationalistes, sont prêts aussi à reconnaître là, effectivement ce qu'ils recherchent. Là. Donc, en matière de reconnaissance d'un pays ou de tout ça, là, fait que nous, on a un petit peu de la difficulté là, à bien cerner là, cette dimension-là là, dans l'actuel gouvernement. Oui, parce qu'on sait bien qu'il y a une grande partie du territoire québécois qui, en fait, est un territoire autochtone. Donc, la souveraineté sans nous, ça serait impossible, je pense. Absolument, absolument. Puis moi, je pense que ce que le traité là pourrait apporter, c'est cette certitude juridique, autant pour les Premières Nations que pour le gouvernement et le peuple québécois, cette certitude juridique là, qui pourrait, après ça, là, nous permettre, nous, bien entendu, là, de s'assurer là, que nos droits soient respectés. Et d'autre part, permettre là, aux Premières Nations et au gouvernement et à toutes les régions de pouvoir là, mieux envisager là, l'avenir du développement là, de nos régions, de nos territoires, là, dans un contexte de partenariat, de collaboration. C'est ça que le traité va apporter là, comme dividende. Et puis, il y a probablement, dans le traité en tant que tel, peut-être pour ceux que, quand on parle du droit à l'autodétermination, je présume ben, c'est le droit d'exploiter les ressources naturelles, d'avoir les propres infrastructures comme pour l'éducation, les services sociaux. C'est le droit de disposer de nous-mêmes, hein, comme peuple, de prendre des décisions là, qui sont les nôtres, de prendre nos propres décisions, de les assumer. Au profit là, des membres de notre collectivité dans différents niveaux. Donc, c'est ça, effectivement, là, que le traité aspire. Puis, quelle différence ça ferait le fait d'être comme là en ce moment? Quelle différence positive, parce que je présume que ce serait une différence positive, que ça apporterait le fait de gérer toutes ces instances-là? Comment vous voyez ça, vous? Tout d'abord, c'est qu'on va s'éloigner là à mon sens personnellement, l'effet le plus dévastateur là chez les Premières Nations à travers le pays, c'est le phénomène de dépendance. Hein? Le phénomène de dépendance, on nous a rendu dépendants là, à une autre société. Puis dans cette stratégie-là, on a fait là en sorte qu'on a atténué notre lien avec le territoire et ses ressources. C'est comme ça que pendant des millénaires, là, nos ancêtres là, ont cheminé là, sur le territoire. Donc, le traité, ce que ça va nous ramener, ça va nous permettre, là, parce que le traité, je le dis souvent, c'est aussi, là, et avant tout, là, un méga coffre à outils. OK? Oui, effectivement, on va convenir là, qu'on va pouvoir, nous autres, légiférer là, dans certains domaines, prendre des décisions dans certains domaines, mais ça va, avec le traité, on va avoir là, des moyens financiers, notamment, pour mettre en œuvre ces législations qu'on va se donner dans plusieurs niveaux. La sécurité de nos enfants, c'en est un par rapport à la DPJ, par exemple, notre propre régime. La sauvegarde de notre langue, la protection là, de notre mode de vie, etc. Là, il y en a plusieurs là, qu'on pourrait là, énumérer, là. Mais l'éducation, c'en est un autre également. Donc, on va avoir des moyens pour mettre en œuvre, bien sûr, nos propres législations. C'est vraiment très intéressant. On va faire une courte pause musicale, chef Dominique, et ensuite, on va continuer l'entrevue après. Donc, pour la musique, on va aller avec J25, J25 en bon français, avec la chanson Indigenous. J25. First Nation, 7th generation. Hey, it's startup season. I'm
I'm so indigenous. I'm so indigenous. Yeah, rockin' indigenous strip. From the rest of the hood I uplift. So proud to be native. Labeled as one of the greatest. Reppin' that Chickasaw Nation. Shout out to all. Indigenous, strong and resilient. 500 years and we still here. We weathered the storm like trail of tears. Going hard for my rest like I'm Ada Deer. The creator helped me see it clear. Feathers up if you native and proud. Genocide, still no wiping us out. I'm an eagle soaring high through the clouds. Follow the leader. This one for all of my people with Standing Rock. Every reservation, every block. Screaming water is life from the mountaintops. Chokma, Ashanabe. Matak Beyonce. Matak Beyonce. Aho. Knowledge, wisdom, understanding I got from my ancestors and my elders. You have not walked a mile up in my moccasins. You cannot judge me, Lord help us. Labels are savages, but you stole our land. We gon' take a stand till we take it back. Missing indigenous women all over the world. Gotta put an end to that. I'm just speaking facts. We gon' need more leaders to lead us. Got too many drugs and alcohol addiction killing off my people. Get the feather and smudge with sweet grass sage. Praying just to take the pain away. History books tried to make us fade away. Native hip hop J25 gon' pay the way. Yeah, I'm so indigenous. I'm so indigenous. Yeah, rockin' indigenous strip. From the rest of the hood I uplift. So proud to be native. Labeled as one of the greatest. Reppin' that Chickasaw Nation. Shout out to all my relations. Indigenous. I'm so indigenous. Yeah, indigenous. I'm so indigenous. Yeah, so proud to be native. Labeled as one of the greatest. Reppin' that Chickasaw Nation. Shout out to all my relations. Native American hip hop. Paving the way and it won't stop. Aboriginal, flow original. Got the rap game in the gridlock. Shout out to Dreezus. Snotty nose Reds kids in Taboo. Big up to Frank One. And my sister Pookie G won't forget you. Iced up, dripping in regalia. Not an amateur, never been a failure. Go against the queen, you gon' get it berries. Indianimal, straight up out of Gary. Ay, hand drum hit you like a tomahawk. Bow, straight from the land of the Chickasaw. Wait, make a bands flip like a somersault. Woo, getting to the bag, I can take a loss now. HG, that's the brand, that's the label. Making sure everybody eating at the table. If I see a snake, cut them off like the cable. Really hate to do you like K did Abel. Big bag, big drip. Shout out to the boss man, Big Cliff. Cooking in the kitchen with the new whip. Red Rum, MC, Red Spirit. Alors, on écoutait J25 avec la chanson Indigenous. J25 est membre de la nation Chickasaw aux États-Unis. Alors, on est de retour avec le chef Gilbert Dominique. Oui. Oui, chef Dominique. La logique habituelle des traités nous amène à une extinction de nos droits ancestraux. Est-ce que c'est un peu cette logique-là aussi qui est mise de l'avant dans le potentiel traité Pedaben? OK, non, pas du tout, pas du tout. Là, pour nous, là, quand on a commencé à négocier là, depuis plusieurs années, on a eu, là, bien sûr, quelques principes. Hein, puis, dans l'entente de principe qu'on a ratifiée en 2004, puis à ce jour, c'est la seule entente qui comporte là, une clause de reconnaissance de nos droits ancestraux, y compris le titre aborigène, sur l'ensemble de notre territoire ancestral. OK? Mm-hmm. Cependant, ce qu'on fait, là, c'est qu'on s'entend, OK, ça, c'est jamais remis en question, mais on s'entend sur les modalités d'exercice de nos droits et dans un contexte là, de partenariat, de collaboration, d'harmonisation. Donc, c'est la grande différence. OK, donc, on a bien sûr un processus de reconnaissance de nos droits. On a, je vous dirais, là, dans cette lignée-là, quelque chose qui est intéressant, puis que moi, je pense là, qui inspire, puis c'est tout à fait novateur, c'est qu'on a un traité également là, qui va être évolutif. OK, donc ça, c'est rassurant. C'est comme on a amené, là, on a débattu ça longtemps, puis c'est le seul traité, là, présentement, là, qui est de cette façon de faire, là, présentement, à travers le pays. Donc, puis qui est évolutif à l'image d'un arbre vivant, OK? Mm-hmm. Et que cette évolution-là, la déclaration de la reconnaissance des peuples autochtones là, par l'ONU va nous servir de guide. OK, donc c'est assurément là c'est plus sécurisant, je vous dirais, là, pour la suite des choses. Donc, on ne tombe pas
d'un traité, là, tout d'abord, qui va éteindre les droits. Au contraire, on est là dans un contexte de reconnaissance. On va tomber également dans une démarche où on va être capable de la rendre évolutive là, pour la suite des choses. Donc, on sort un peu de la logique où on cristallise nos droits ancestraux dans le passé, un peu comme l'arrêt Vanderbilt vient dire. C'est au moment de la colonisation, au moment du Ouais. contact avec les Européens. On comprend dans ce traité-là que nos sociétés évoluent puis vivent aujourd'hui en 2024. Oui, absolument. Puis pour nous, c'était une condition qui était là essentielle. Puis donc ça c'est intéressant effectivement. Là. Puis c'est plus sécurisant, je vous dirais, là, pour la suite des choses. Parce que ça s'est jamais vu encore un traité où on Non, n'éteignait pas les droits ancestraux en échange du traité. non, effectivement, c'est du Ce serait une jamais vu. première? Je ne sais pas si c'est une première parce que la politique fédérale là, elle a évolué également. Ce que je OK. comprends là, c'est que semble-t-il que c'est plus possible d'éteindre les droits des Premières Nations versus un traité. Par contre, on s'entend là que il y a assurément des modalités ou des textes qui font en sorte qu'on puisse y venir porter atteinte là quand même de façon importante. Donc, nous, on Mhm. essaie là, d'assurer là, une zone où on va être confortable avec ça. Présentement, on a une zone qui nous satisfait, qui nous sécurise. Euh, Je peux pas passer à côté de ça parce qu'on le voit aussi dans l'actualité. Il y a des membres de vos communautés qui ne sont pas nécessairement en accord puis qui ont peur justement qu'on éteigne les droits ou qui viennent dire que peut-être les conseils de bande n'ont pas la légitimité pour faire ce genre de traité-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces à ces membres-là qui... Ah ben, c'est tout à fait normal. Hein? Mhm. Il y a des gens qui sont inquiets, qui ont hâte de voir les textes. Hein? Nous, ce qu'on s'est engagé, là, on a fait, bien sûr, là, jusqu'à ce moment-ci, quelques résumés pour déjà partager un peu l'essentiel là, des textes convenus, particulièrement avec le fédéral. OK. Donc ça, c'est disponible pour les membres de ma Première Nation, bien entendu, parce qu'on a une clause de confidentialité comme toute négociation là, avec les gouvernements, mais ça ne nous empêche pas de nous là, livrer là, le message à notre population. Puis oui, il y a des gens qui sont bien sûr là, grandement préoccupés, puis avec raison. Là. Donc l'objectif, nous, c'est de rendre tantôt les textes là, disponibles pour que chacun des membres de notre communauté puisse là, se faire une idée elle-même d'appréciation là, et de questionner les dirigeants là, pour les éventuels impacts. Donc, nous, on va bien sûr être transparent là-dedans. On rend ça disponible. On va même faire des analyses, là, parce que c'est un choix que chacun des membres de ma communauté va éventuellement prendre, là, des analyses avec ça va être quoi les avantages d'un traité là, et versus, par exemple, de rester sous la loi sur les Indiens. C'est quoi les différences là, à ce niveau-là. Donc, on veut donner le temps là, à notre population là, de bien analyser ça et éventuellement de faire une tête et, en bout de piste, de prendre une décision. Ça va être quoi le processus de ratification par la suite des résolutions des conseils de bande quand vous allez avoir Ouais. signé le tout avec les Oui, gouvernements? oui, absolument. Donc, présentement, on est, nous, déjà en discussion, en information avec nos populations. OK? Même si on n'a pas encore de projet de traité là, convenu avec le Québec. Donc, on a quand même là, convenu là, dans nos communautés là, qu'on adressait là, l'état de situation, les informations à nos populations. Ça, c'est déjà commencé depuis là, quelques mois. Dès qu'on a, bien sûr, là, en espérant que le Québec là, s'active et soit au rendez-vous, dès qu'on a un projet de traité là, dans son ensemble et qu'on l'a représenté à la population, il va y avoir une phase là où chacun des conseils va venir donner l'autorisation aux négociateurs de paraffer l'entente. Ça, c'est une OK. première étape. OK? Donc, de paraffer l'entente. OK? Mhm. Ça, c'est une étape qui est importante parce que ça fait en sorte qu'on vient cristalliser le texte. Et s'il arrive Oui. un nouveau gouvernement là, qui voudrait venir, là, que ça ne fait pas son affaire, qui voudrait venir porter ombrage là-dessus, il ne pourra pas. Donc ça, c'est un élément OK. qui est important. Un coup que cet exercice-là est fait,
on tombe après ça en consultation là, avec la population qui va nous amener vers un référendum parce que c'est le peuple Ah qui oui, décide. ça va être Donc, jusque-là. c'est le Donc, peuple. Ah oui, oui, il absolument. va y avoir une grosse décision démocratique de la part d'une Absolument. majorité des membres. OK. Absolument. Absolument. Donc, c'est le peuple qui décide. C'est pas chacun des conseils là, qui a cette autorité-là. Euh, Ce traité-là offre des solutions pour le futur. Est-ce qu'il y a des réparations pour les torts Oui. causés dans le passé? Absolument. Absolument, hein. C'est clair que c'est en très grande partie assumé par le fédéral. Il y a, là, puis ça se calcule là, je vous dirais, là, à plus du milliard de dollars pour les dommages passés là, Passé. OK. au niveau. Et ça, c'est la partie là, du Canada. Il nous reste bien sûr là, à négocier là, la partie du Québec, notamment là, tout le développement énergétique. Mhm. Au niveau des centrales, de la capacité énergétique installée sur nos territoires. Là-dessus, là, il y a des Euh, discussions également là, à finaliser là, avec le Québec. Puis rappelons-nous que tout ce développement-là a été fait sans jamais même demander l'avis Bon, des Inuits, hein. absolument. Donc, on parle puis de développement économique. Il y aurait des importantes mesures financières qui pourraient s'élever jusqu'à 2 milliards. Bon, nous, présentement, moi, je pense que le deal final, là, si on le projette sur un horizon là, d'une génération, deux générations, 20-25 ans, là, on va facilement là, avoir une entente là, qui va passer là, de 2 à 3 milliards facilement, je vous dirais, ok, parce OK. qu'il y a des mesures économiques. Là. Il y a par exemple, là, il y a un partage des redevances qui est prévu. Donc, si chaque année, là, on calcule ces millions-là sur une vingtaine d'années, ça donne des montants là, appréciables. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a présentement, effectivement, là, un engagement là, du fédéral. Je vous dirais là, que présentement, là, pour les compensations passées, là, qui tournent autour de 1,5 milliard, qui génèrent déjà des revenus parce qu'il y a un engagement là, à ce niveau-là. Donc, ça peut arriver que si le traité est signé d'ici un horizon de 4, 5, 6 ans, là, qu'on dépasse juste avec la part du fédéral là, en fonds de dotation, là, les 2 milliards. Chef Dominique, on vous dit un gros tchikusmeton pour votre temps puis les explications. C'était fort intéressant aujourd'hui. On vous Ça fait souhaite quoi pour plaisir. 2024? Un traité Un qu'on traité? présente à notre population, un traité qu'on a l'occasion de présenter après 40 ans à notre population. C'est ça on s'est engagé. Après ça, on va prendre le temps avec notre population de le décortiquer, de l'analyser puis de l'apprécier. Puis une rencontre Parfait. avec le premier ministre Legault. Oui, c'est Au Tunish revoir. Kumitin. notre maintenant. Miaut. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. Et de retour maintenant, on a un petit changement d'invité à la dernière minute pour nous parler du projet de l'expédition des Premières Nations. On va recevoir la responsable des communications, Joyce Dominique. Quoi, Madame Dominique? Quoi, monsieur, à qui est l'honneur? Alexis Wawanalowat et Sophie-Claude Miller. OK. Mhm. Bon. Quick, Ah, oui. bonjour, Sophie-Claude. Bonjour, Joyce. Excusez de vous tutoyer, Sophie-Claude. Ah non, mais Je ça la va. connais. Ben oui, c'est On, correct. on est entre nous autres. Oui, oui, on Ouais. est entre nous. On peut se tutoyer. Il n'y a aucun problème. Ça fait toujours plaisir de parler. Donc, l'expédition Première Nation, c'est la deuxième édition. Et là, en ce moment, on est samedi. Il reste une semaine. Comment se déroule l'expédition à date cette année, Joyce? Ça va bien. C'est sûr que les premiers jours, il y avait des retards d'arrivée, sur les heures d'arrivée. Il y a toujours des petits incidents qui arrivent. Fait que comme le but, c'est toujours d'arriver en même temps, puis aussi, on ne laisse jamais quelqu'un en arrière. Fait qu'on attend toujours la personne qui a un petit pépin, la personne qui a un accident, la personne, on l'attend toujours en gang.
Fait que c'est jamais, on ne voit pas des expéditions arriver un par un, mais c'est toujours en troupeau. Là. Puis il y a combien de participants en tout cette année? Combien de 50, motoneiges? 56 motoneigistes. À 56? part, à part l'équipe de tournage Terre en vue, on rajoute à ça aussi Air Medic, OK. Air Medic qui est un des principaux commanditaires majeurs de l'expédition des Premières Nations. Puis c'est super important pour votre sécurité. Donc, Air Médic, on le rappelle, sont équipés d'avions, d'hélicoptères pour pouvoir transporter des gens rapidement en cas d'accident. Oui. Et donc, il y a combien de villes au total? Parce que là, je sais que l'an passé, c'était vraiment une plus grosse expédition. Cette année, il y a moins de destinations. Le trajet est plus court un peu. Oui, le trajet est plus court un peu, puis on fait la visite dans moitié-moitié, en fait, dans 7 villes, 7 villes, villages, 7 communautés autochtones cette année. Comparativement, l'année passée, ils sont sur des routes fédérées. Mais comme ils disent, l'année passée, c'était vraiment du hors-piste. Là, ils sont sur des routes fédérées, comme je viens de le mentionner. Puis, il y a autant de difficultés, puis autant de dangers, puis autant de challenges pour les personnes qui sont habituées à faire du hors-piste, puis qui sont habituées à faire, je dirais, entre parenthèses, plutôt pas délinquance, ça, mais... qui sortent des sentiers battus? Qui sortent des sentiers battus, ça veut dire ça. Parce que les autres, tu sais, sont pas habitués. Il y en a qui me disent, comme nos chasseurs, qui vont aller à la perdrix blanche, pas de casque, mais de porter un casque toute la journée, c'est difficile pour eux autres. Surtout, comme celle d'hier, la route d'hier, elle m'expliquait, même les femmes qui sont habituées à faire du skidoo, que cette route-là, c'était trop endormant. C'était trop endormant. Et puis, ça demandait beaucoup, beaucoup de concentration pour pas justement faire un faux mouvement, pour pas percuter soit la personne en avant ou en arrière ou à côté. OK, puis ça, c'est parce que le chemin est comme trop droit, trop linéaire, donc il y a pas ça fait comme un peu quand on fait de l'autoroute puis qu'on a un grand chemin droit devant nous, c'est ça? Oui. OK, Oui. OK. Elles disent que les femmes, parce qu'il y a 16 femmes, elles disent que préférer, parce qu'il y en a une en plus, c'est la première fois, elle dit, je préfère conduire dans une route sinueuse avec des bosses. Il y a beaucoup de tournants que sur une route qui est trop facile. Donc, peut-être que ça va influencer votre itinéraire pour l'an prochain. Donc, quand vous allez dans les communautés, est-ce que les communautés vous accueillent? Est-ce qu'ils font des cérémonies? Est-ce qu'ils font quelque chose de spécial? Pas juste dans les communautés, dans les villes aussi. Il y a toujours un accueil, oui, dans les villes aussi. Il y a comme à Chibougamau, là, nous arrivons de Lebel sur le Quévillon? Oui, Lebel sur le Quévillon. Il y a toujours un accueil qui nous est fait. Il y a toujours une cérémonie d'arrivée. Il y a toujours un repas qui nous est servi. Il y a des cérémonies faites par notre mouchoum Richard Moore. Puis parfois, il y a un ou un aîné de la communauté qui le fait. Il y a toujours un accueil chaleureux qui se fait par où nous sommes. Puis, dans le fond, parce que j'ai vu comme dans les communiqués de presse qu'il y avait aussi des cérémonies de feu sacré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi une cérémonie du feu sacré? Ben, une cérémonie du feu sacré qui se fait, c'est souvent par un ou une aînée de la communauté dans lequel on donne du tabac à tous les participantes et même les personnes qui font autour de la main gauche. On prend toujours le tabac de la main gauche dans lequel tu mets ta prière, ta propre prière ou ton souhait. Puis une fois à la fin, on dépose nos prières dans le feu. On ne jette pas le tabac. On dit, le vrai terme, c'est de le déposer, puis c'est d'envoyer ta prière à l'univers, au Créateur, à Dieu. Appelle-le comme tu veux. Tu peux l'appeler Allah si tu veux. Mais
tant que c'est un être suprême. Oui, c'est ça. C'est propre à chacun. C'est propre à Euh, chacun. Puis souvent, ben, comme je disais, c'est un ou une aînée de la communauté qui, euh, qui fait la célébration. La célébration, qui procède à la célébration, la cérémonie, là. Ah, ah. Ah, c'est intéressant, merci. c'est, c'est toute une expédition, c'est tout un défi pour les participants. C'est quoi la Oui, mission de l'expédition? la mission de l'expédition, c'est de promouvoir la réconciliation vers la guérison. C'est pour ça que c'est important de faire une cérémonie à chaque place le matin et le soir avant de partir. C'est être, c'est de se, et de un, premièrement, de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec les allochtones. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même homogène, de se réconcilier pour les hommes, de se réconcilier avec la femme, pour les femmes de se réconcilier avec les hommes. S'il y a des enfants autour, ben, c'est de se réconcilier avec les enfants et aussi son enfant intérieur de soi, et qui nous amène à la guérison. Puis, je sais que l'an dernier aussi, là, le but de l'expédition, c'est de rendre hommage. Dans le fond, il y a plusieurs causes là, qui nous touchent tous, les Autochtones. Donc, on parle aux enfants victimes des pensionnats pour Indiens, les femmes autochtones disparues et assassinées, Joyce Echaquan, bien sûr, et tous les enfants, dans le fond, qui ont été enlevés de leur famille à leur naissance. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Euh, dans la sélection, parce qu'on voit aussi qu'il y a des non-autochtones qui participent, comme vous le dites, là, c'est quand même dans le but de faire une certaine réconciliation avec nos voisins québécois. Est-ce que vous avez eu plusieurs candidatures pour participer à ça? Est-ce que vous faites une sélection ou si tout le monde qui veut venir est accepté? Comment on procède si on voudrait s'impliquer? Euh, de ce que je sais sur la sélection, bon, et de un, c'était moitié-moitié en partant. Moitié autochtone, moitié allochtone. Uh-huh. Ensuite, il fallait s'inscrire sur le site, mais les inscriptions, là, ça s'est fait tellement vite, là, que je pense que c'était plein en même pas une heure. Wow! Ensuite, Christian, qui est le fondateur d'Expédition de Première Nation, qui est maintenant coordonnateur de l'événement, Mhm. avec ses acolytes, ont procédé à des entrevues. Puis une des questions qui était posée, c'est pourquoi tu veux participer? Pourquoi tu veux le faire? Oui. Parce que de plus en plus, plus je parle aux participants, autant autochtones qu'allochtones, et c'est dans le fond, disons, en même temps, on fait une Mhm. thérapie de soi. Et puis, Mm. parce que on leur demande, quand vous êtes seuls, on est en game. Ils sont en game, mais ils sont en même temps seuls avec eux-mêmes, là, en dessous de leur casque. Là. Mhm. Et puis, prenez le temps là, de faire le petit voyage de 12 pouces. Là. C'est sûr que les allochtones ne comprenaient pas ça au début. Je dis, hey, c'est quoi ça? Je dis, entre ta tête et ton cœur, il y a des 12 pouces de distance. Je dis, mais c'est le plus long puis le plus beau voyage que tu peux faire. Parce qu'ils vivent beaucoup d'émotions aussi, là. Ils vivent des découvertes, ils vivent de la colère, ils vivent des frustrations, ils vivent de la joie, ils vivent de l'ennui. Il y en a même là-dedans qui se disaient durs comme fer puis qui n'avaient jamais pleuré. Font, ils font du skidoo. Ils ont fait du skidoo toute leur vie, mais pas ce genre de ride-là. Il dit, ouais, crois-le comme fer. Il dit, j'ai versé quelques larmes. Oui, parce que le fait aussi d'être en proximité avec des Autochtones, parce qu'on le rappelle, là, c'est quand même 3250 kilomètres, puis 16 villes et communautés, donc c'est quand même plusieurs jours. Là, donc, il y a une proximité, il y a des liens qui se créent, forcément, c'est indéniable. Oui, oui, oui. Euh, Puis, OK. Puis, il y en a là-dedans là, qui n'avaient jamais parlé à un Autochtone. ah, oui. Ouais. Plusieurs ou juste quelques-uns? Quelques-uns qui n'avaient jamais... Tout ce qu'ils savaient des Autochtones, c'est tout ce qu'ils attendaient de la télévision, Hmm, dans les nouvelles.
pas forcément ce qui est le plus Pas positif qui retient l'attention des médias habituellement. Là. Non. Ouais. C'était ça, puis il y avait des œillets. J'ai dit, mais vous êtes un peu merveilleux. Hmm. Fait que c'est des belles occasions, ça. Là. Oui. Le départ s'est fait le 27 janvier. C'était un samedi, puis c'était à Pessamit, sur la Côte-Nord. Oui. Donc, tout le monde partait de là. Racontez-moi comment se déroule une journée habituellement. Ça commence comment, puis ça commence à quelle heure, puis ça finit à quelle heure? Comment ça se déroule une journée, rapidement? La plupart des journées, ils commencent à 6 heures du matin. Puis il y a notre fameux Patrick Brunette, on l'appelle Pat Patrouille, là, qui crie « Quoi? Lui, là, ça réveille le monde. OK? Là, après ça, on plie. La journée, le matin, c'est que là, on plie nos bagages. Là, on remplit nos bagages. Après ça, c'est le déjeuner. Après ça, avant le déjeuner, il commence à s'habiller. Avant de partir, il y a toujours une cérémonie qui se fait. Le départ se fait. Ensuite, il y a le parcours. En arrivant, il y a toujours un accueil qui se fait. Il y a toujours, à chaque place, il y a un accueil qui se fait. Il y a toujours, ensuite, il y a la salutation protocolaire, le souper. On déplie bagages, on réinstalle notre lit, on s'en va prendre nos douches, tout le monde. Des fois, ça finit tard. C'est comme la fois où ils sont arrivés 2 heures plus tard. Des fois, les journées sont très longues et qu'ils n'ont nécessairement pas le temps, de faire des entrevues ou ben ils ont à peine le temps de se téléphoner, de se parler. C'est comme ça, les journées. Ça doit passer vraiment vite. Oui, pardon, vas-y, Alexis. Oui, je sais que Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, est encore là avec vous pour une deuxième année. Hein? Non. Non, il a donné ses explications, puis j'étais désistée il y a à peu près 2 ou 3 semaines. OK. Il y a quand même, on le sait que M. Carole Dubé a plusieurs enfants. Oui, ben c'est sûr que ça en fait pas mal à s'occuper. Hein? Oui. Peut-être quand les enfants seront plus grands, ils pourront participer à l'expédition avec chacun leur skidoo. Oui. Mais cette année, il y a aussi un changement majeur. Hein, un changement majeur, oui. C'est que la température est pas très intense. Hein. Il n'y a pas beaucoup de neige. Ben, il n'y a pas beaucoup de neige. On ressent le réchauffement. Vous êtes aux premières loges pour voir le réchauffement, les effets du réchauffement climatique dans une expédition comme ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas pu traverser normalement. La première chose, ils auraient dû traverser le lac Saint-Jean, mais au nom qu'ils sortent, ils n'ont pas pris le risque de traverser le lac Saint-Jean. Il y a aussi, en s'en allant vers Chibougamau, il y a quelques lacs qui n'étaient pas encore gelés, là, qui normalement sont gelés à ce temps-ci de l'année. C'est que ça fait des détours des fois, puis ça crée des retards. Ben, non, certainement, je comprends. Moi, je viens de West-Wanipi, donc entre Lebel sur le Quevillon, puis Chibougamau, c'est mon hood, comme on dit. Donc oui, normalement, l'eau est gelée, en effet. Je suis vraiment d'accord avec ça. Joyce Dominique, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir pour l'expédition. On souhaite le meilleur à tout le monde pour les 7 jours qui restent. Merci. On souhaite un peu de froid. Un peu de froid pour que les lacs gèlent. Oui. Donc, on se dirige vers Picogan. Là, il commence à pleuvoir un peu. On espère que ce ne sera pas trop verglaçant pour vous. On le rappelle, après, vous allez à Picogan, comme vous le dites, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Fort-Coulonge, Maniwaki, Saint-Michel-des-Saints, Latuc et pour terminer, à Québec, Wendake, le 10 février. Merci beaucoup. En fait, on va attendre, il va y avoir une petite cérémonie à Wendake, dans la communauté de Wendake. Il va durer environ 30 minutes, 1 heure. Les Wendat vont faire la cérémonie. Ensuite, on va se diriger vers Saint-Tite-des-Caps, où c'est le centre Mamouk avec le Poimoun Meshkenou qui vont nous accueillir là-bas. Ah, c'est génial. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup pour votre entrevue. Merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite une excellente fin d'expédition. À bientôt, Joyce. Merci. À bientôt.
I've been living life, but I ain't really wanna live it. Tryna ease my mind, about to push it to the limit. I ain't living right, cause I've been doing too much sinning. And I ain't scared to die, or even end up going missing. But I'ma tell you what I know. Yeah, I'ma tell you what I know. Said I'ma tell you what I know. I'ma tell you what I know. Oh God, I was out there on the run, wasn't worried about nothing, and I thought that was fun. I ain't give a damn about a mob killer, cause I'm around them every day, and I thought I wasn't living, was round the way, taking the cell away, about it, like every day. Ain't seen the sun and I was feeling great. Well, I was lying, homie, and I was scared and lonely, making my mama cry, damn that shit was too unholy. Left little man at home asking where my daddy at, and I'll never get that moment back. Nah, I'll never get that moment back. Won't never get that moment back. Cause I've been living life, but I ain't really wanna live it. Tryna ease my mind, about to push it to the limit. I ain't living right, cause I've been doing too much sinning. And I ain't scared to die, or even end up going missing. But I'ma tell you what I know. Yeah, I'ma tell you what I know. Said I'ma tell you what I know. I'ma tell you what I know. I lived a life of sorrow, was beating on my chest, trying to get to work, but my anxiety to rest. Give my mind a break, how I keep failing every test. Temptation, that's a moth. And I'ma tell him what I know. Prison in my own mind, can't even get parole. But I'ma tell him what I know. Yeah, I'ma tell you what I know. Cause I've been living life, but I ain't really wanna live it. Tryna ease my mind, about to push it to the limit. I ain't living right, cause I've been doing too much sinning. And I ain't scared to die, or even end up going missing. But I'ma tell you what I know. Yeah, I'ma tell you what I know. Said I'ma tell you what I know. I'ma tell you what I know. Said I ain't living right. I ain't living right. Yeah, but I ain't scared to die. But I'ma tell you what I know. Hey! Alors, on écoutait Duck Native avec la chanson What I Know. What I Know de Duck Native. Duck Native est membre des Premières Nations Seminole et Choctaw aux États-Unis aussi. Alexis? Sophie-Claude, ouais, tu voulais nous parler d'un autre cas de Écoute, il y en a plusieurs. usurpateur d'identité. Comment on dirait ça en français? Prétendienne, prétendien. Des faux autochtones, peut-être, ou... Ouais. Écoute, là, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu le cas de Sarene Fox, et qui, elle, est encore sous enquête, si on pourrait dire, et sa sœur... Sarene Fox, est-ce que tu peux me rappeler? Moi, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Sarene Fox, en fait, elle disait Anishinaabe, et c'est la sœur aussi de Shoshona Kish, qui est une des membres du groupe Digging Roots. Groupe primé qui ont très très populaire, ils ont gagné des Juno entre autres et tout, reconnu à l'international. Sarene Fox, c'est une mannequin aussi reconnue, etc. Donc ce serait les origines de leur mère qui seraient remises en cause, et où est-ce que leur père aurait été adopté traditionnellement. Donc, tu sais, ça pose la question, est-ce que quand quelqu'un est adopté traditionnellement, est-ce que cette personne-là devient autochtone? Ça pose la question. En tout cas, ça crée des vagues sur les réseaux sociaux. Et plus près de chez nous, il y a Monsieur Dave Joseph Lecouté, qui est donc se clamait plusieurs origines. Là, ça passe de Mi'kmaq à Benaki, etc. Là, il y en a vraiment plusieurs. Inou. Un métis de l'Est, bref. Oui, tout à fait. Là. Donc, cet homme-là, aux origines, on va Quand juste je dis métis, je le mets entre guillemets. Là, oui, c'est ça, parce que on va dire aux origines questionnables, là, carrément. Cet homme-là offrait des cercles de parole en ligne où est-ce qu'il chargeait les personnes 10 $ par personne pour participer à un cercle de partage. Et aussi, il y avait des ateliers de capteurs de rêves. Oui, monsieur, il habite à Sherbrooke et il dit qu'il est membre, qu'il est Wabanaki, clan de l'ours, clan du cerf, mais on voit avec des t-shirts qui dit qu'il est fièrement Mi'kmaq.
sur ces affiches où est-ce qu'il annonçait ses services, parce qu'il y a aussi une page pour son artisanat, la vente de son artisanat, et une autre page pour un podcast qu'il part. Et il y a aussi un compte GoFundMe. Donc, on voyait aussi la marque de l'ours, l'indication des Premières Nations pour authentifier que ce soit vraiment authentique, autochtone. Hey, je pense à ça, surtout on devrait se partir un GoFundMe. Nous autres, on est des vrais. Un petit sideline, là. Tente-moi pas. Parce que même la vente d'artisanat, on s'entend que c'est quand même plusieurs centaines, même des milliers de dollars là, qui peuvent rentrer de cette façon-là aussi. Donc, la commission de santé, pas de la commission de santé, la commission de développement des Premières Nations par identification Premières Nations ont dit, là, parce que la marque, c'est Premières Nations ID1N, j'en avais parlé avant les fêtes là, pour lorsque les gens magasinaient leurs cadeaux. Donc, suite à un examen approfondi du système de gestion, ça leur a permis de constater que dans certains rares cas, une page web de confirmation avait été émise sans que la demande avait été approuvée. Donc là, ils ont apporté des correctifs à leur système, puis il y a d'autres travaux en cours pour régler la situation de manière permanente, mais pour recevoir la certification de l'ours, de l'identification Première Nation, il faut être officiellement inscrit, avoir le courriel avec le certificat en tant que tel, parce que sinon on ne peut pas s'approprier une authentification autochtone par soi-même. Et donc, il y a vraiment des vérifications qui sont faites pour prouver que l'entrepreneur en tant que tel a un statut par une carte émise par le fédéral ou une lettre provenant de l'une des 43 communautés membres de l'APNQL. Ce que M. Lecoutier n'avait pas, je pense. Non, exactement. Donc, dans ce moment-là, on trouve que c'est un cas d'appropriation culturelle, carrément. Donc, c'est à vérifier. Comme je le dis souvent, c'est un sujet qui me rentre un peu en dessous de la peau, mais c'est qu'ils sont partout. C'est ces gens-là qui ont souvent utilisé notre place puis nos opportunités sur lesquelles on travaille très fort depuis plusieurs années à se procurer. Oui. Un projet plus positif qui Non, retient moins positif. il n'est pas plus positif, oh non? Un projet, il y a des compagnies qui sont venues faire des consultations pour installer des éoliennes dans le territoire ancestral de ma nation, les Wabanaki. Et dans les deux cas, les communautés d'Odanak puis Wadinak ont été écartées du projet, du montage financier, puis du projet aussi pour qu'il y ait des retombées économiques. Okay. On voit ça, on a vu ça justement que c'est très déplorable, c'est qu'est-ce que viennent de dire les deux communautés, en particulier ma communauté Odanak. Chez Boralex, on vient dire qui est le promoteur du projet, on vient se dire attristé et surprise de la sortie des communautés, mais on n'a pas fait une place. On est venu, c'est qu'est-ce qu'on est venu dire que on est juste allé consulter les communautés simplement pour cocher la case consultation, parce qu'on le sait que dans le développement des ressources naturelles, il y a une obligation de consultation. Ah oui, mais c'est non aussi négociable. l'accommodement. Ouais, ben, c'est le minimum, c'est le bare minimum. Tu sais. Oui. Fait que là, il y a eu des consultations, mais ça s'est fait à la va-vite, quoi? C'était pas... Ouais, c'est des consultations qui ont pas débouché sur un projet d'entente. Et à la surprise de ces deux communautés-là, on a annoncé le développement de ces parcs éoliens-là sans qu'il ait été mis dans la partie. OK, oui, parce que là, c'est clair que ça a une grosse influence, pas juste sur le paysage quand on le regarde, mais aussi ça a des influences sur l'environnement en tant que tel, la faune. Ouais, puis tu sais, tu parlais d'appropriation culturelle, on continue à s'approprier le territoire sans même donner un petit peu de retombées économiques à nos nations. Hein. C'est malheureusement, même aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent encore. Ouais, c'est récurrent, malheureusement. Il y a un projet, lui, par exemple, je le trouve positif, pour vrai, c'est au Yukon. C'est la Première Nation... attends un peu. Nacho-Niak-Don. OK, ouais, c'est ça. Qui, dans le fond, ils ont acquis une participation majoritaire dans une entreprise spécialisée en système alimentaire hydroponique
Oui. Ça, c'est dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire. Donc, cette Première Nation-là est située à Mayo, au Yukon. C'est vraiment génial, là. Ils ont 51% de l'entreprise, donc ils sont actionnaires majoritaires. Ben oui, on sait à quel point ça coûte cher dans le Nord, s'alimenter. Ok, On a oui. ici une entreprise qui fait de la nourriture autrement, qui n'a pas besoin nécessairement d'être à l'extérieur, d'avoir des grands champs, puis tout ça. On peut avoir de très belles cultures hydroponiques. Je m'intéresse un peu à l'agriculture dans la vie, là. Oui. Donc, on voit ici, on sort justement des œillères, on décide de prendre part à un système qui peut rapporter à la communauté, en plus d'améliorer la sécurité alimentaire puis d'améliorer la sécurité financière. Donc, on leur souhaite beaucoup de succès. Oui, puis aussi, j'ai noté aussi que cette Première Nation-là a acheté une ferme il y a quelques années, juste à l'ouest de Mayo. Donc, Ouais, ils ont vraiment un plan là, pour la sécurité financière. Puis, alimentaire de leurs membres. Ouais. oui, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça va inspirer plusieurs autres nations parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est possible de faire de l'agriculture dans le Nord, surtout en hydroponie. Donc, c'était la fin de notre émission aujourd'hui. Alex Wawanaloat et Sophie-Claude Miller au micro, Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin et Sylvestre Desterre à la recherche. On se voit la semaine prochaine, Sophie. Oui, Alexis, oui, toujours un plaisir. Bonne semaine. Toujours un plaisir. Bye. Bye.